C'est à l'appel nominal. Nadège Dosba. Patrick Antigny. Ah. Fabienne Pasquale. Dominique Baude. Sylvie Dufourc. Morgane Boutet. Christiane Prévost. Éric Chauveton. Alain Bourguignon. Bernard Plé. Marie-Christine Duluc. Françoise Velasco. Jean-Pierre Poumeiro. Hervé Georges. Marie-France de Douba. Carole Bonafou. Christian Limonta. Anne-Marie Morera. Franz Mougeot. Frédéric Arrojo. Vanessa Daniel. Séverine Place-Hans. Patrice Joubert. Tristan Poc. Vincent Téchouer. Non, c'est pas lui. Graziella Clicheroux. Je vous remercie. Je vous propose de passer au premier point. Tiens, tu fais passer. Au premier point à l'ordre du jour, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 10 février 2025. Avez-vous des observations? Pas d'observations. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Décision prise en application de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision numéro 2025-05, attribution d'un marché public 2024-05 et en la procédure adaptée pour l'acquisition de fournitures de bureaux et scolaires, de papier et de livres. Décision numéro 2025-06, signature d'un contrat de location de maintenance de matériel VPI lecteur de plaques avec la société Lisprotect France. Décision numéro 2025-07, visa préfectoral du 5 février 2025, signature d'un contrat de cession avec la BIP. Décision numéro 2025-08, visa préfectoral du 5 février 2025, signature du renouvellement de la convention avec le réseau girondin Petite Enfance, Famille, Culture et Liens Social. Décision numéro 2025-09, visa du 19 février 2025, signature d'un contrat de cession avec l'association Unisson et l'association Du Bruit en coulisses. Décision numéro 2025-10, visa préfectoral du 19 février 2025, signature d'un contrat de prestation de services dans le cadre d'intervention de l'éducatrice de jeunes enfants au sein du lieu d'accueil parents-enfants. Décision numéro 2025-11, visa préfectoral du 19 février 2025, signature d'un contrat de prestation de services dans le cadre d'intervention de psychologues au sein de du lieu d'accueil parents-enfants, l'AEP. Décision numéro 2025-12, visa du 19 février 2025, demande de subvention auprès du conseil départemental. Décision numéro 2025-13 du 26 février 2025, signature d'un contrat de cession avec Enreich Corporation. Décision numéro 2025-14, visa du 12 mars 2025, signature d'un contrat de cession avec l'association Transrock Krakatoa. Et décision numéro 2025-13, non, ça doit être 15 plutôt, il doit y avoir une erreur. Visa du 26 février 2025, fixation des tarifs pour les vacances sportives. Les décisions ont été affichées et sont jointes au dossier du conseil municipal. Je vous propose de passer au premier point de l'ordre du jour, qui est le projet LOGEA. Et je vais commencer par une présentation. Donc, avant d'attaquer le gros du morceau du conseil municipal de ce soir, je vais laisser la parole au représentant de LOGEA, un bailleur social bien connu, venu présenter son projet de résidence autonomie sur la commune. Vous pourrez ainsi poser toutes les questions que vous voulez. Un projet d'ailleurs qui avait séduit l'équipe précédente avant qu'il ne file finalement chez nos voisins de Marcheprime, qui se sont empressés de renoncer une fois l'équipe changée. Merci à eux. Vous vous souvenez sans doute du dernier conseil municipal et des questionnements existentiels de l'opposition sur l'intérêt d'acquérir le château de Salles. Même si je n'étais pas présent physiquement, je m'en souviens bien et voilà une première réponse. Acheter le château, ce n'est pas seulement préserver un patrimoine emblématique de Salles. C'est aussi et surtout maîtriser du foncier, cette denrée si précieuse et indispensable pour porter de beaux projets. Aujourd'hui, grâce à cet achat, nous accueillons un bailleur social reconnu pour un projet pertinent et nécessaire. Un projet validé d'ailleurs par un récent rapport du conseil départemental qui pointe justement ce besoin essentiel sur notre territoire. À mi-chemin entre la future résidence intergénérationnelle rue du Castéra et l'EHPAD de Belin-Bélier,
cette résidence autonomie viendra répondre à une vraie demande locale. Ce projet s'inscrit parfaitement dans le cadre magnifique du château de Salles que nous avons décidé d'acquérir. Car être élu, voyez-vous, c'est avant tout avoir une vision à moyen et long terme pour le territoire. Ce n'est pas se contenter d'une calculette et d'une logique strictement comptable, même si certains pensent être particulièrement doués pour cela. Le débat d'orientation budgétaire de ce soir sera l'occasion rêvée pour remettre toutes ces questions en perspective et rappeler gentiment aux comptables du dimanche que l'avenir se construit avec un peu d'audace et surtout beaucoup d'ambition. Et je vous propose de vous laisser la parole pour présenter à la fois l'OGA et à la fois le projet. Un, deux. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je nous présente, nous sommes deux, Madame Agnès Mardon, secrétaire générale de l'association l'OGA, et moi-même, qui suis le directeur général de l'association l'OGA et de son groupement rattaché. Monsieur le maire nous a présenté comme un bailleur social, mais nous sommes une association privée à but non lucratif et que nous travaillons avec des bailleurs sociaux, c'est-à-dire que nous ne portons pas les investissements comme pour le faire les groupes privés ou d'autres structures commerciales. Je vais vous présenter rapidement l'association l'OGA dans son ensemble. Son président s'appelle Monsieur Daniel Palmaro, il ne peut pas être présent ce soir, donc je le représente. Enfin, Madame Mardon et moi, nous le représentons. Le groupement l'OGA, c'est une association qui a vocation à accueillir dans ses structures ou à accompagner à domicile des personnes âgées, un public fragile âgé. C'est sa seule vocation. Sa vocation dans les conditions que peuvent être évidemment les EHPAD, les résidences autonomie, les résidences services seniors ou le service à domicile. Et je vois quelques représentants du service à domicile dans cette salle. Cette association, elle a une gouvernance. Elle est constituée de 12 membres. Vous les avez, je pense, à l'écran. Vous avez M. Daniel Palmaro, son président, qui est ancien directeur général du bailleur social Clercienne. Vous avez M. Albert Roche, qui est ancien président du Conseil de l'Ordre des médecins, qui aujourd'hui a beaucoup de fonctions. Vous avez l'association Ferdinand Castoucal, qui est un petit groupement d'EHPAD, mais associatif. Vous avez M. Canu, l'Institut Héliomarin, pôle gérontologique à La Benge, dans les Landes. Vous connaissez, ça doit être un établissement de 130 qui accueille 130 personnes âgées à travers le SSR, l'EHPAD, l'unité Alzheimer, enfin qui est vraiment bien situé, bien placé dans les Landes. Vous avez Béatrice Vergniaud, inspectrice d'AS, qui est membre de l'association. Vous avez le groupe Malakoff Humanis, qui nous accompagne sur nos investissements et notamment sur l'évolution et la prise en charge des seniors, parce que vous le savez tous autour de la table, je pense que nous allons être de plus en plus nombreux à vieillir ensemble, donc il va falloir qu'on se prenne en charge. Vous avez également le Marie-Hélène Biel, qui est un mandataire judiciaire qui s'occupe de la protection des majeurs, et donc le groupe Ordonneur, une SACICAP et le groupe ProBTP. Ce sont tous des professionnels à la fois de la construction et de l'accompagnement de la prise en charge des personnes âgées. Voilà pour l'association. Je vais passer directement au slide suivant, si vous voulez bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos engagements à l'OGA, c'est confort et sécurité. Et quand je le dis, ça paraît peut-être des mots forts, ce sont nos engagements, c'est-à-dire que nous voulons des résidences totalement sécurisées pour le confort de nos résidents. Pour le confort de nos résidents, mais pour le confort de nos salariés également. C'est l'engagement de l'OGA, c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas sur tous les territoires, nous n'allons pas reprendre des projets associatifs ou des projets communaux qui ne nous permettent pas de respecter nos engagements, parce que le confort et la sécurité, ça ne s'invente pas, ça se travaille. Et enfin, nos valeurs, c'est respect, dignité, des valeurs qui peut-être disparaissent aujourd'hui. Je ne vais pas reprendre les propos liminaires de Monsieur le maire. Nous pouvons constater qu'après la crise du Covid, nous l'avons tous remarqué d'ailleurs, excusez-moi, je vais le dire comme ça peut choquer, mais les vieux posaient problème. Je l'ai ressenti, il n'y avait plus de respect pour nos seniors, pour les personnes âgées. Ça a toujours été l'engagement de l'OGA, du respect pour nos aînés, et c'est la raison pour laquelle, enfin en tout cas c'est mon engagement à moi tous les jours, c'est d'accompagner, de pouvoir créer des structures, de pouvoir offrir des services dont ils ont besoin. Le besoin est
à mon avis, la présence ici dans ce conseil municipal, monsieur le maire. Et enfin, la dignité, parce que la dignité, c'est un mot qui apparaît depuis 1970-1980, mais c'est un mot qui a 100 000 ans. La dignité, c'est à partir du moment où on a commencé à accompagner l'être humain de sa naissance à sa mort et d'honorer nos morts. Donc le mot dignité disparaît et vous ne l'entendez pas dans le langage public, vous ne l'entendez pas dans les médias où on n'a pas de dignité. Il n'y a pas de dignité. Pour nous, c'est une valeur essentielle, le respect et la dignité. Le groupement Logéa, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des EHPAD, des établissements où nous accueillons des personnes âgées dépendantes. Des résidences autonomie, ce sont des personnes âgées autonomes. C'est ce que nous allons développer, je vais vous présenter comme projet. Des résidences services seniors, qui sont des résidences services seniors sociales pour nous, parce que nous travaillons avec des bailleurs sociaux. Ce ne sont pas les résidences services seniors privées que vous pouvez connaître. Ce sont des résidences services seniors sociales. Nous en avons 3, une à Pauillac, une à Bordeaux et une à Périgueux. Enfin, nous avons des services à domicile ou des services à la personne au sein même de nos structures. Et puis enfin, MOD, ça veut dire maîtrise d'ouvrage direct, c'est-à-dire que nous sommes en capacité d'apporter l'ingénierie auprès de nos partenaires parce que nous savons ce que nous voulons pour le confort de nos résidents. Nous avons listé à peu près l'ensemble des projets ou en tout cas des autorisations de l'OGA. Donc vous avez sur votre gauche l'ensemble des établissements EHPAD, RSS et services à domicile. Actuellement en construction, nous avons un projet de résidence autonomie à Saint-Paul-les-Dax, à côté de Dax. C'est le deuxième établissement que nous allons ouvrir dans les Landes. Nous avons précédemment eu une autorisation sur Mont-de-Marsan. Et enfin, on a quelques projets, notamment celui ici à Salles, qui s'appellera peut-être la Villa Claire, Lise Charbonnier, si vous nous donnez votre confiance. On a la résidence autonomie Villa en Gascogne à Auch, dans le Gers. Nous avons reçu l'autorisation du département du Gers ce matin même au courrier. Ce projet, évidemment, il a été monté en 5 ans. Donc je vous assure que quand vous recevez une autorisation, après, il faut tout mettre en œuvre. Mais le travail dure 5 ans. Enfin, on a des projets sur Poitiers. On nous demande à Montbeton, à Montauban ou à Couzet, dans le 87. Qu'est-ce qui permet à l'association aujourd'hui de développer ou d'apporter son savoir-faire ou ses métiers? C'est la dernière loi ASV qui date déjà d'il y a 10 ans. Cette loi du 28 décembre 2015 est toujours d'actualité. Elle est peut-être obsolète pour certains, surtout pour les acteurs du grand âge, mais elle est là. Elle nous permet de pouvoir dimensionner sur les besoins des territoires, comme c'est le cas sur Salles, en tout cas sur le Val de l'Air, de dimensionner si les besoins correspondent à des EHPAD, à des résidences autonomie ou éventuellement d'autres structures d'accompagnement. Il peut y avoir l'habitat inclusif, il peut y avoir l'habitat partagé, mais qu'à l'OGA, nous ne le faisons pas. Donc je vais passer là-dessus, mais cette loi ASV, qui a redéfini le secteur médico-social, a fait suite à la loi du 2 janvier 2002, puis à la loi HPST, Hôpital, Passion, Santé, Territoire en 2009, portée par Roselyne Bachelot à l'époque, a redimensionné le secteur social et sanitaire pour rapprocher les agences régionales hospitalières avec les agences régionales de santé. Aujourd'hui, vous n'avez que des ARS. Et je n'ai pas d'informations là-dessus, mais il me semble que les agences de l'État vont évoluer. Et dans quelle destination, je l'ignore, mais je suis certain que ces agences vont évoluer. Les expertises de l'OGA, c'est le respect et la dignité, c'est certain, c'est ce que nous voulons appliquer, et le confort et la sécurité. Je vais avancer. Les partenaires qui nous font confiance, donc l'assurance maladie, la Chance régionale de santé, la CARSAT, la Banque des territoires, quelques communes, comme la ville de l'Espard, qui nous accompagne sur une résidence autonomie, donc notamment son maire qui nous fait, qui anime beaucoup cette résidence autonomie. Sa mère y était accueillie, sa tante y est accueillie. Je ne vais pas citer le nom de ce maire, mais je vous assure que c'est un vrai plaisir de partager des valeurs communes. Après, vous avez la GIRCACO, le groupe Malakoff, je vous l'ai dit. Axantia, c'est le bailleur social qui appartient au groupe Habitat en Région, il est basé à Paris. C'est le bailleur social que j'ai choisi pour vous présenter le projet aujourd'hui, qui veut bien porter le projet, que j'ai choisi, j'en ai consulté beaucoup. Et évidemment, nous sommes allés au meilleur rapport qualité-prix.
Donc c'est Axantia que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc le groupe Habitat en région, je vous l'ai dit. Le groupe Bord de Nord Nouvelle-Aquitaine qui nous apporte son expertise dans le soin. Enfin, les bailleurs sociaux comme Eneal, Aquitanis, qui est une SAD HLM. On a aussi travaillé avec Gironde Habitat pour ce projet, mais on n'a pas été jusqu'au bout. Le groupe BTP ou Cité Jardin sur Toulouse, qui est un bailleur social. Les partenaires des départements, ils sont assez nombreux, le Lot-et-Garonne, la Gironde, la Haute-Garonne, le Gers, je vous l'ai dit, la Dordogne, le Tarn, les Landes, la Charente-Maritime, la Haute-Vienne, la Vienne, la Charente. Voilà pour l'association Logea. J'essaie d'aller vite, parce que monsieur le maire m'a dit que j'avais 20 minutes. On va passer pour nos deux partenaires, mais vraiment je vais faire très rapide, parce que l'essentiel, je pense, c'est le projet de la résidence autonomie lui-même. Je vais présenter vite les deux partenaires qui nous accompagnent, parce que nous sommes les gestionnaires de la structure. C'est-à-dire qu'on est à la base du projet et on va être à l'arrivée du projet. C'est nous qui allons diriger la structure, accueillir les nouveaux résidents, embaucher les professionnels pour accompagner les résidents. C'est ce que, en tout cas, j'ai mis en place à l'OGA, c'est-à-dire que je ne voulais pas prendre une structure qui était livrée, qui était construite par quelqu'un d'autre. Nous savons comment fonctionne une résidence autonomie. Nous voulons être à l'initiative du projet et réceptionner le projet. En revanche, ce qui n'est pas dans nos compétences, c'est de construire, c'est de le financer, et c'est d'effectuer des missions politiques qui ne nous appartiennent pas. Notre métier, c'est d'accompagner et d'accueillir, je vais dire, le grand âge, ou en tout cas les personnes fragilisées par l'âge. Donc le partenaire qui nous accompagne financier, celui qui va financer l'opération, c'est la société Axantia, c'est une SAD HLM, c'est un bailleur social. Donc qui a la particularité, quelle est la particularité d'un bailleur social? C'est qu'il va chercher des financements qui permettent de mettre en place une convention APL au sein de la structure. Mais il n'y a pas que ces avantages-là. Je vais en citer un. Il y a une exonération de taxes foncières des parties bâties. Je suis désolé, monsieur le maire. On a une exonération de taxes foncières pendant 15 ans, ce qui nous permet d'équilibrer les opérations dès le départ. Bon, ce bailleur social fait partie d'un groupe qui s'appelle Habitat en région, qui est le 3e acteur du logement social en France, que vous voyez à l'écran. Le premier, c'est Action Logement, avec qui nous travaillons. Nous travaillons beaucoup au départ et beaucoup moins aujourd'hui, pour différentes raisons. Je ne vais pas être beaucoup plus long sur ces présentations. On peut poursuivre. Ouais, vous avez la carte où le Axantia et Habitat en région est principalement implanté. Donc on voit que sur la Gironde, enfin sur la Nouvelle-Aquitaine, ils sont très peu implantés. Ils sont plutôt dans le nord de la France, ou voire dans le sud de la France. Après, les budgets... je pense que ça n'intéresse pas grand monde et je vais poursuivre avec le promoteur, parce que celui qui finance n'est pas celui qui construit. Celui qui construit, c'est un professionnel de la construction qu'on appelle un promoteur. Ce promoteur, normalement, il achète un foncier, il achète le foncier, et sur ce foncier, il construit sa structure. Et après, il vend son produit. Et là, on n'a pas fait ça. Avec monsieur le maire, on n'a pas fait ça. C'est dit, il n'aura pas le foncier, il n'achètera pas le foncier, la commune va conserver le foncier. Et on va essayer de travailler sur un bail à construction avec un bailleur social. Pour ça, il fallait qu'il accepte les conditions, ce qui est le cas. Ce qui fait que le terrain appartient à la commune et appartiendra toujours à la commune. Et le bâtiment sur le terrain appartiendra dans 50 ans à la commune. Dans 50 ans, je ne serai pas là pour vous présenter la réhabilitation de ce projet. Vous non plus, monsieur le maire. Voilà pour le promoteur immobilier qui s'appelle Mathieu Debar Immobilier, que j'ai été chercher aussi, parce que j'ai fait appel à beaucoup, à ICAD, à d'autres promoteurs. Ça ne correspondait pas, c'était pas la volumétrie qu'on attendait, parce qu'on doit avoir des équilibres. Ce mot n'est pas, j'espère, n'est pas vil, n'est pas vilain. Il nous faut des équilibres financiers pour monter toutes ces opérations, c'est-à-dire qu'une résidence autonomie, elle n'a pas vocation à faire des excédents ou des résultats ou des bénéfices. Elle a vocation à être à l'équilibre. À l'équilibre, donc ce sont des recettes et des charges. Et puis je vais vous présenter le bilan de cette structure tout à l'heure. Donc Mathieu Debar Immobilier a bien voulu revoir 3 ou 4 fois sa copie par rapport à ses prétentions. Et aujourd'hui a complètement accompagné ce projet que je vais dès maintenant vous présenter en visio, en vidéo. Et après, je vous parle du projet.
C'est parce qu'il faut que je respire un peu. Ça, ce sont les projets que Mathieu Debar à Immobilier fait avec d'autres partenaires ou a fait. Là, on va vous présenter la vidéo, très courte, que nous a envoyé ce bailleur. On ne l'a pas. Je ne sais pas trop où situe le nord et le sud, là, mais vous voyez le château de Salles à votre droite, là. Les écuries. Les écuries. Là, vous avez l'accueil de la résidence, le parking est bien est devant. Je ne sais pas si, monsieur le maire, vous présenterez ça tout à l'heure, je le présenterai. L'accueil de la résidence, alors, il y a les salons d'accueil, et après on part sur des parties collectives. Vous allez voir le restaurant sur votre gauche, avec des terrasses arborées et abritées, qui permettent un accueil chaleureux, évidemment. C'est une vue 3D faite par l'intelligence artificielle, qui n'a pas d'autre vocation que peut-être donner envie d'avoir envie. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et en face, vous voyez les écuries. C'est très court, on n'a pas de vidéo des... on n'a pas de vidéo des appartements. Je vais vous présenter ce projet un peu autrement. On vous repassera la petite... C'est une petite vidéo, c'est pour vous donner envie d'avoir envie. Ah oui, c'est l'intelligence artificielle, la mer qui arrive à Salles. C'est peut-être l'air qui grandit. Voilà, j'ai pu reprendre mon souffle, merci beaucoup. Alors le projet sur la commune. Le projet sur la commune, monsieur le maire l'a dit, ça fait 6-7 ans qu'on est venu chercher l'association Logea pour essayer de créer un projet sur ce bassin. Je vais le dire comme ça va choquer, ça s'appelle... le bassin d'Arcachon Val-de-l'Air, mais sur le Val-de-l'Air, il n'y a pas de structure d'accueil. Il n'y en a pas de structure d'accueil. Pour personnes âgées, il n'y en a pas. Je vais vous présenter donc, pourquoi on est venu chercher l'association Logea, y compris, je vais le dire comme ça, hein, la majorité précédente, on a répondu à un appel à projet, nous, Logea, on a répondu à un appel à projet sur cette commune, et on n'a pas été lauréat parce que le département a préféré Marche Prime. Plutôt Marche Prime plutôt que Salles. Les besoins étaient plutôt identifiés à Marche Prime qu'à Salles. Marche Prime, le projet est mort-né. Il n'est jamais sorti de terre. Pour cette raison, il y a des places qui se libèrent aujourd'hui et on peut redimensionner, repenser un projet et vous le présenter aujourd'hui. Donc ce projet, ça fait 4 ans que je travaille, monsieur le maire, 4 ans. 4 ans, d'abord avec Enéal d'Action Logement, après avec Gironde Habitat, maintenant avec Axantia. C'était difficile de trouver les équilibres financiers. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être devant vous et vous présenter ce projet que nous avons étroitement travaillé avec la mairie, avec les responsables à la mairie. Et donc, le projet que nous vous présentons, c'est celui qui, officiellement, nous allons déposer auprès du département d'ici une dizaine de jours pour avoir l'autorisation. Parce que le plus important, c'est d'avoir l'autorisation. L'autorisation de créer la résidence, d'exploiter la résidence. Il nous faut cette autorisation. Ce n'est pas une résidence-service. On pourrait implanter une résidence-service, c'est sans autorisation. Ce n'est pas le projet. C'est un projet médico-social qui rentre dans le cadre du Code d'action sociale et des familles. Donc le bassin, je voudrais... Oui, cette carte est très bien. Vous avez l'offre sur le territoire du pays bassin d'Arcachon Val-de-l'Air. Vous voyez, le Val-de-l'Air, aucune résidence autonomie. Le Coban, vous connaissez ça mieux que moi. Vous avez le nombre de résidences autonomie et le Cobas aussi. Voilà, il n'y a aucune résidence autonomie sur CDC, Communauté de communes Val-de-l'Air, ça doit vouloir dire. J'imagine, c'est ça. Voilà, il n'y a aucun établissement qui peut accueillir des personnes âgées autonomes sur ce bassin. Aucun.
Vous avez sur les résidences services seniors, ce sont des produits, je vous l'ai dit, privés, où les tarifs ne sont pas les mêmes, la qualité d'accueil n'est pas la même, il y a beaucoup moins d'accompagnement. Dans une résidence autonomie, vous avez à peu près 8 postes, 8 ETP, on appelle ça des équivalents temps plein. Sur une résidence service senior, vous avez limite une hôtesse d'accueil, et peut-être s'il y a la chance d'avoir quelqu'un la nuit, et il y a à peu près 1 à 2 personnes. Ce n'est pas le projet de l'OGA. Donc sur le CDC Val-de-Lay, résidence service senior non plus, 0. Il n'y a aucun investisseur qui a voulu venir sur ce bassin. Enfin, l'offre sur les EHPAD, vous les connaissez aussi. Le seul établissement qui existe aujourd'hui pour accueillir des personnes âgées dépendantes à proximité de salles, c'est celui de Belin-Bellier qui appartient au groupe Corian, qui s'appelle Clariane aujourd'hui. Je crois que vous le savez tous, il s'appelle Clariane aujourd'hui. Donc il n'y a aucun EHPAD non plus sur ce bassin. Autrement dit, en dehors de Corian. Mais Corian ne va pas venir investir sur salle. Comment? Puis c'est pas la même offre. Vous avez raison, monsieur le maire. Voilà. Donc le besoin, pas besoin à mon avis, pas besoin de prosélytisme pour comprendre qu'il y a un besoin absolu de construire une résidence pour accueillir des personnes âgées qui ne peuvent pas rester à domicile, qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin d'être accompagnées, qui sont fragilisées et qui ont besoin de vivre en forme de collectivité parce que tout seuls, ils sont dans l'angoisse. Donc c'est le métier de l'OGA. Les acteurs du projet, je vous les ai cités, l'OGA, la ville de Salles. Merci, monsieur le maire, pour votre confiance. Le conseil départemental de la Gironde, c'est sûr, maintenant qu'il faut qu'il nous donne l'autorisation. Ils sont dans la boucle et je compte sur vous, monsieur le maire, pour nous appuyer dans ce domaine. Évidemment, le bailleur Axantia, le promoteur de Mathieu Barre Immobilier, et puis le cabinet d'architectes. La localisation, on vous l'a présenté, c'est la métairie, l'ancienne métairie. Je cherche si c'est l'est, l'ouest. Je ne l'ai pas, ça. Je ne l'ai pas. On ne l'a pas. Donc, quand on est face au château, c'est à la gauche du château. Donc, c'est évidemment sur le site du château de Salles, 1 kilomètre du centre-ville, un foncier communal d'environ 14 000 m², un terrain actuellement occupé par une ancienne métairie en ruine. Et le projet qui consiste à démolir la ruine de l'ancienne métairie et à construire une résidence d'autonomie en R+2. Ça veut dire un rez-de-chaussée plus 2 étages. Vous voyez son implantation. Alors, beaucoup de personnes m'ont dit c'est quand même assez loin du centre-ville. Je vous assure qu'on l'a fait à pied avec monsieur le maire. On l'a fait à pied très souvent, c'est à côté. Nous mettrons en place des navettes, je ne sais pas. On trouvera des solutions, mais c'est vraiment à proximité. Et puis, je trouve personnellement l'endroit magique. Alors, le projet architectural, c'est un bâtiment qui comprendra 64 logements privés, répartis sur 3 niveaux, je vous l'ai dit. Il y aura 58 appartements de type T1 bis et 6 appartements T2. La capacité d'accueil, parce que la capacité d'accueil, ce n'est pas la capacité de logement, c'est parce qu'on aura des logements pour accueillir des couples. 2 personnes, 2 sœurs, 2 frères, une maman et son fils. Beaucoup de personnes vivent dans des conditions comme ça aujourd'hui, donc nous sommes en capacité d'accueillir. Il y a souvent des personnes, même âgées, qui accompagnent un fils souffrant de handicap, etc. Nous sommes en capacité d'accueillir ces personnes-là. Donc il y aura 6 T2 qui pourront accueillir 2 personnes, vous l'avez compris, 58 plus 12, ça fait 70 places. Donc nous sollicitons le département de Gironde, avec tous les partenaires que je vous ai cités, à travers un dépôt de dossier, dans le cadre d'une loi qui s'appelle 3DS, qui nous affranchit de la réponse à l'appel à projet. C'est-à-dire que c'est la simplification des tâches administratives, tant promise par nos élus, au président de la République notamment. Alors, elle existe aujourd'hui. Je crois qu'elle arrive à échéance à la fin de l'année 2025, c'est exact. Elle est prorogée, elle devait arriver à échéance au 31 décembre 2024, elle est prorogée pour 1 an, donc on a encore 6 mois devant nous, mais je vous assure qu'il est urgent de déposer ce dossier. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc on répond, en fait, on dépose ce projet sans appel à projet.
Évidemment, le département est au courant. Nous avons d'ailleurs adressé un courrier récemment en disant que nous allons bientôt déposer le dossier, parce que j'assure que c'est un dossier qui est à peu près épais comme ça, donc il faut le constituer. Donc la capacité d'accueil, comme je vous ai dit, une capacité totale de 70 résidents. Sur les espaces de vie, vous l'avez vu, on a un hall qu'on appelle la place du village. Je ne veux pas faire de concurrence avec la ville. De toute façon, ce n'est pas un village, c'est une ville, une commune. On a la place du village où souvent les personnes se croisent, les familles, les professionnels, les résidents. Il y a un restaurant parce que le projet de l'OGA, c'est d'accueillir des personnes dans des logements privés et c'est de se retrouver tous les midis au restaurant. C'est dans le projet global. Il est difficile, dans le cadre de la loi SV notamment, il est difficile d'accueillir des personnes âgées sans comprendre le fonctionnement, ne serait-ce que, je vais le dire comme ça, j'espère que ce n'est pas péjoratif, nutritif. Il est difficile d'accueillir des personnes âgées sans savoir s'ils se nourrissent, sans savoir, etc. Donc nous, et de les laisser complètement isolés dans leur appartement. Le projet de l'OGA, dans toutes ces résidences autonomie, nous accueillons les personnes âgées et on se retrouve tous les midis au restaurant et l'après-midi en salle d'animation ou ailleurs. C'est un projet assez simple, mais c'est celui que je vous présente aujourd'hui. Donc une salle d'animation, un salon de coiffure et d'esthétique, une bibliothèque, des espaces extérieurs, des places de stationnement sur des parcelles et 55 places de stationnement sur une parcelle annexe. Je crois que vous l'avez. On ne l'a pas sur un plan ? À la fin. Bon. Alors, la population accueillie, évidemment, le public cible, je vous l'ai dit, ce sont des personnes autonomes de plus de 60 ans. GIR 4 à 6, que veut dire GIR 4 à 6 ? Il y a un jargon médico-social. Tout le monde commence à être habitué peut-être à ce type de langage, mais enfin, c'est un langage pour initier. 1, 2, 3, ce sont des personnes âgées dépendantes. 4, 5, 6, c'est des personnes âgées autonomes. Donc, on a la capacité dans des résidences autonomie d'accueillir des personnes âgées 4, 5, 6. Quand ils rentrent dans l'indépendance, c'est-à-dire que quand l'état physique, je vais le dire cognitif, se dégrade, on n'a pas obligation d'accompagner ces personnes vers des structures d'hébergement comme des EHPAD. On peut également, dans le cadre des résidences autonomie, faire un substitut domicile et faire intervenir les sociétés d'aide à domicile pour accompagner cette personne, même dans le cadre du soin. Donc, je vous l'ai dit, les personnes vieillissantes en situation de handicap, les personnes âgées confrontées à des situations d'urgence qui ne leur permettent pas de rester à domicile. Je crois que les chiffres pour 2030, c'est le besoin d'1 300 000 personnes en France, d'accueil. 1 300 000 personnes en France, de personnes âgées en situation de difficulté, pas forcément avoir les services d'aide autour, pas pouvoir vivre, pas rester isolé chez soi. Alors après, je ne parle même pas de sécurité. Je pense que la société tout entière doit s'intéresser à ce problème. Je le dis à ma gouvernance, je le dis aux bailleurs sociaux, je le dis aux acteurs politiques. Il y a un besoin, il y a 1 300 000 personnes en plus à accueillir. En EHPAD, vous avez 750 000 places aujourd'hui en France. 750 000 places. En résidence-service et en résidence-autonomie, vous avez 1 400 000 places. Ça fait 2 millions de personnes qui sont accompagnées. 2 millions de personnes, ça fait à peu près, par rapport à 70 millions, je ne l'ai pas, ça fait 3%, 4% de la population. On devrait s'orienter vers 8% de la population. Ce sont des statistiques, ce sont des camemberts, des graphiques. Je vous dis ce que moi, je vis tous les jours. Donc, on va travailler en coopération si nous sommes lauréats, enfin, nous avons l'autorisation du département. Nous travaillerons évidemment avec le Centre communal d'action sociale de la mairie, avec le CPTS Sud Bassin Val-de-Lair, le Club des aînés, le service autonomie à domicile, service du CAS, le service de soins infirmiers à domicile, donc j'ai rencontré quelqu'un tout à l'heure, le centre hospitalier d'Arcachon, les EHPAD du Pays Barval, les EHPAD de la Villa de Chanquet. Nous avons un EHPAD à la Villa de Chanquet, et Arcachon, que vous connaissez peut-être, où il y a des places habilitées de sociales qui peuvent accueillir tout type de public. Le projet d'accompagnement, ce sont la création de 8 emplois, avec, comme je vous l'ai dit, qu'on a une restauration 7 jours sur 7, tous les midis, 365 jours par an, donc il nous faut des cuisiniers. Évidemment, il nous faut un responsable d'établissement, un animateur, un agent technique maintenance, parce qu'un bâtiment de 3600 m², il faut pouvoir l'entretenir.
Et puis on a des agents, et on a évidemment des animateurs, et puis des agents de service hôtelier qu'on peut appeler auxiliaires de vie, qui sont là pour accompagner sur des petits gestes de la vie quotidienne. Mais on a aussi, et je le précise parce que je crois que vous avez remarqué qu'on est passé dans le tout numérique. Vous allez faire une déclaration d'impôt, vous cherchez, vous voulez payer une facture EDF, il y a plein de choses que vous voulez faire, vous voulez regarder vos comptes bancaires, vous êtes dans le tout numérique. Je vous assure que cet outil est peut-être facile pour les plus aguerris d'entre nous, mais pour les personnes âgées, parfois c'est un outil qu'ils ne veulent même pas prendre en compte. Donc on se rend compte qu'on a aussi un accompagnement, au-delà de l'accompagnement médical, au-delà de l'accompagnement cognitif, au-delà de l'accompagnement nutritif, au-delà de l'accompagnement psychologique, au-delà de l'accompagnement financier, parce qu'on va en parler, il y a aussi un accompagnement aujourd'hui numérique. Les personnes âgées sont incapables, enfin, ne sont pas toutes incapables, fort heureusement, mais beaucoup viennent nous voir. Ah, mais moi, j'y arrive pas, j'arrive pas à appeler mon médecin, j'arrive pas à commander l'ambulance, j'arrive pas à me rendre, même ma fille n'est pas là. Donc, il y a besoin d'accompagner ces personnes-là. C'est une certitude. Donc, nous avons beaucoup de prestations d'accompagnement pour ces personnes-là. On a un accès au service du restaurant, de la blanchisserie, des moyens de communication, je l'ai dit, un dispositif de sécurité 24 heures sur 24, parce qu'évidemment, dans le projet qu'on vous présente, il n'y a pas de personnel de nuit, parce que nous ne pouvons pas mettre des personnels de nuit si on n'arrive pas à équilibrer l'opération. Donc, on aura un système d'alerte d'urgence pour la nuit. Et enfin, des actions collectives, des actions de promotion de la santé, des actions favorisant le lien social, la citoyenneté et des actions relatives à l'habitat. J'en arrive à la tarification et à son budget qui est derrière. La redevance mensuelle sur Interbis à 1 277 €, la redevance T2 à 945. La tarification optionnelle, bien évidemment, les personnes pourront choisir des options à travers la blanchisserie ou d'autres petits déjeuners. Que comprend ce tarif ? Le loyer, les charges communes, les énergies, l'entretien et la maintenance. Les énergies, quelle que soit l'augmentation de 400% après la guerre en Ukraine. Donc les énergies restent le même, c'est le même prix pour les résidences autonomie. C'est très difficile à équilibrer pour un gestionnaire comme l'OGA, je vous le garantis. Mais c'est notre engagement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fluctuation. Et enfin, des services collectifs que je vous ai déjà présentés. Le slide et le déjeuner, bien évidemment. J'ai essayé de détailler ce tarif à 1 277 € TTC, puisque nous sommes une association fiscalisée. Ça veut dire que nous sommes soumis à la TVA. Ça veut dire qu'on a 5,5% de TVA sur nos recettes, nos produits. Et comment se décompose ces 1 210 €? 600 € pour le logement, 150 € de charges, 100 € d'électricité, 250 € de repas et 110 € pour accompagner, 110 € par résident par mois, pour accompagner les personnels. On arrive à un équilibre qu'on va avoir à travers un budget d'exploitation que je vous présente en suivant, avec un hébergement, une restauration, blanchisserie. Ce sont, en langage comptable ou en langage financier, ce sont les recettes sur la structure. Et puis enfin, vous avez un niveau de charge que je vous ai présenté dessous, avec les deux plus gros postes, 70 personnes. Absolument. Alors sur le business, le budget prévisionnel que je vous présente là, il y a deux gros postes de dépenses qui sont la redevance immobilière, parce que si on va chercher un bailleur social, nous devons lui payer un loyer. Et le loyer, il est sur 2032, il est déjà à 400 000 € par an, et il va monter à 500 000 € à partir de 2034-2035. Nous avons travaillé avec le bailleur pour une montée en charge, parce que sinon, les associations, on peut pas y arriver. Hein. On n'a pas d'investisseurs, on n'a pas d'aide, on n'a pas de soutien, on ne peut pas y arriver. Donc nous, c'est un moteur de travailler sur des nouveaux projets comme on vous présente ce soir. Mais ce n'est pas possible d'y arriver, parce qu'avec 600 000 € de loyer, personne ne peut faire une résidence autonomie. Hein, parce que vous l'avez bien compris, le chiffre, je vais le dire comme ça, l'ensemble des recettes sur une résidence autonomie comme celle-là ne va pas dépasser 1 million d'euros. Si vous avez déjà 600 000 € de loyer, il vous reste 400 000 € pour essayer d'accompagner le restaurant, les personnels, etc. C'est pas jouable. C'est pas possible. Je ne sais pas comment font, je sais à peu près comment font, c'est-à-dire générer du déficit, mais l'association ne peut pas apporter de déficit. Si l'association génère du déficit, il n'y a plus d'association. Et moi, ma responsabilité en tant que directeur général, c'est de ne pas générer trop de déficit sur l'ensemble de toutes les structures, parce qu'il y a des structures qui vont avoir des excédents, mais d'autres qui vont avoir des déficits. C'est pour ça qu'on a ce statut associatif, c'est l'un travaille pour l'autre.
Et donc vous avez là le niveau de charge. Donc le premier poste de dépense, évidemment, c'est le loyer. Et le deuxième, c'est la masse salariale, c'est-à-dire la charge pour nos collaborateurs, nos professionnels qui accompagnent les résidents. Ce sont les deux gros postes de dépenses sur une résidence autonomie. Il n'y a pas de soins, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'autres charges comme ça. Donc on aurait pu croire que c'était les fluides, parce que je sais que l'électricité aujourd'hui est un gros poste de dépense pour nous tous. Mais non, pour ce type de projet, c'est la charge immobilière et la charge salariale. Vous voyez qu'on est avec des hypothèses, en reprenant les tarifs que je vous ai présentés. Et vous voyez qu'on finit, malgré une montée en charge maîtrisée, malgré un effort des bailleurs sociaux, on finit à moins 100 000 euros la première année, qui peut être porté parce que l'association, je vous dis, aura des excédents sur d'autres structures. Et globalement, on arrive à un équilibre sur les 4 années suivantes. Ça, ce sont des hypothèses. C'est mon engagement vis-à-vis de mon conseil d'administration, entre autres. Enfin, on aurait peut-être dû la mettre autrement, mais bon, on a le plan de la future villa Claire-Lise-Charbonnier. Pourquoi Claire-Lise-Charbonnier ? Je pense que c'est un travail avec les équipes de la mairie. Et puis, j'ai pu faire connaissance avec Claire-Lise-Charbonnier que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, j'ai commandé quelques lectures pour la comprendre. Et je sais que monsieur le maire, vous y étiez attaché. Donc, vous voyez bien que la résidence autonome qui se retrouve à côté de la métairie, le parking est plus en avant. Et permettra aussi d'accueillir... c'est un pré-plan. C'est un pré-plan. Je vous remercie de procéder. Voilà. Moi, j'en ai terminé avec toute cette présentation. Je ne sais pas combien de temps j'ai duré. J'ai peut-être été très long, 19h42. J'ai sûrement été très long, mais j'ai essayé d'être le plus explicite pour vous présenter ce projet dont je suis fier de vous présenter aujourd'hui. Merci, mesdames et messieurs. Ah. Je vous laisse la parole pour les questions maintenant. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui, déjà, je vous remercie infiniment pour votre présentation. C'est un beau projet. C'est donc une question toute bête, c'est que même si on est obligé d'attendre l'acceptation par le département, donc est-ce que vous avez une idée du calendrier ? Alors, le calendrier, effectivement, la première... je vais le dire comme une forme de délibération, c'est l'autorisation. Il nous faut l'autorisation du département. Je pense qu'il y a à minima 3-4 mois d'instruction. Donc on devrait avoir une autorisation si on dépose, parce qu'on s'est fixé le 31 mars, hein, c'est quand même dans une semaine, bien évidemment. Donc on s'est fixé le 31 mars, donc avril, mai, juin. En juillet, on devrait avoir l'autorisation. À partir de là, on déclenche évidemment... on signe des conventions avec le bailleur social, et après que le bailleur social, lui, peut signer avec le promoteur, parce que et on a à peu près entre 18 et 20 mois de chantier, et l'objectif, c'est de démarrer le chantier en début d'année 2026. Voilà. Donc après, vous rajoutez 10 jours. Je dis bien, c'est l'objectif. Il y a des aléas. Vous voyez, quand on a eu un Covid, par exemple, c'était une catastrophe pour tout le monde parce que tout s'est arrêté. Mais j'espère qu'il n'y aura pas un Covid demain. Enfin, on nous promet quand même quelques événements internationaux, là, de géopolitique un peu complexes. Bon, j'espère qu'on pourra démarrer le chantier en janvier 2026 pour essayer de répondre clairement à votre question. On n'a pas connaissance du délai d'instruction du département, mais on va leur mettre la pression. On va leur mettre la pression. Ça peut être entre 2 et 6 mois. Mais en sachant qu'ils ont déjà été abordés sur le sujet, donc je pense qu'ils ils ont déjà commencé à travailler un peu dessus. Et c'est vrai que pour eux, c'est une grosse priorité puisque le territoire n'est pas du tout doté et que le projet de marche prime qui aurait dû être porté il y a... Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il est arrivé, parce que ça a été postulé, je crois, 2 ans ou 3 ans avant les dernières élections. Et le projet de marche prime a été abandonné après. C'était un projet de 80 résidents. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui manque sur le territoire de fait. Donc ça peut accélérer les choses. D'autres questions ? Oui. Une dernière question qui me vient à l'esprit. Alors là, peut-être que ça concerne plus la municipalité, mais on n'a pas parlé des voies d'accès. Parce que là, donc, il faut avoir un accès qui soit sécurisé. Donc là, on n'y est pas du tout. Donc ça veut dire qu'il y aura il faudra repenser tout l'accès. Il y aura des travaux à faire de voirie, ça c'est clair.
Ça va se négocier aussi dans le cadre des dernières négociations avec le château sur les derniers terrains. Donc ça va se gérer, on va dire, en parallèle. Le fait est, il y aura des gros travaux de voirie à faire, enfin les voiries surtout de l'entrée du château jusqu'au domaine, quoi. Je vais essayer de... Je ne vais pas me permettre de compléter les propos de Monsieur le maire, mais dans le cadre des VRD, sur l'ensemble du projet qu'on vous a dessiné, c'est le projet lui-même qui porte ça, y compris les parkings. C'est déjà beaucoup. C'était une demande de la municipalité que j'ai essayé de faire respecter. Donc c'est déjà pour... nous ne pourrons pas faire... on n'a pas... C'est pas notre responsabilité, notre ressort de faire ces chemins, comme vous venez de le préciser. Alors c'est un projet quand même qui a été travaillé aussi avec l'architecte des bâtiments de France. Et ça c'est assez important parce qu'il s'inscrit dans un site protégé. Donc l'architecte des bâtiments de France a amené beaucoup de contraintes sur le bâtiment pour son intégration. Donc ça a été vraiment travaillé du début jusqu'à la fin avec l'architecte des bâtiments de France. Oui, nous avions deux épées de Damoclès. Le premier, c'était quand on était en EBC, espace bois classé. On est dans des bois classés, puis après il y avait le château, donc il fallait que toute la résidence autonomie s'intègre architecturalement à l'ensemble du projet. D'autres questions? Non? Bah, écoute, je vais vous remercier d'être venu nous présenter ce projet, et puis bah, maintenant à nous de faire en sorte que ça aille le plus vite possible. Monsieur le maire, je vous salue. Merci beaucoup. Au revoir. Je ne prends pas votre téléphone. C'est mieux. Dis tout. Mme Mandron, mais merci beaucoup. De rien. Je vous propose maintenant de passer au conseil municipal proprement dit, et je vais laisser la parole à Christiane Prévost pour le procès verbal d'installation d'un nouveau conseiller municipal. Christiane Prévost qui est secrétaire de séance aussi. Aussi, c'est vrai. Oui. Mais je l'avais dit tout à l'heure. Oui, je suis au courant. Ça marche. C'est bon. Alors, vu la démission de M. Jean-Claude Saunier par courrier en date du 30 janvier 2025, enregistré en mairie le 31 janvier 2025, membre élu de la liste Salle pour tous. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L270 du Code électoral, le conseiller municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Considérant que le conseiller municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à siéger. Par courrier en date du 10 février 2025, Mme Guylaine François a accepté de siéger au sein du conseil municipal. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de l'installation de Mme Guylaine François en qualité de conseillère municipale au sein du conseil municipal. Dire qu'une modification du tableau des conseillers municipaux sera effectuée et jointe à la présente délibération. Madame François, est-ce que vous voulez vous présenter ou prendre la parole? Parfait, on prend acte. Donc, délibération numéro 2025-11, procès verbal d'installation d'un nouveau conseiller municipal. La parole est à Christine. Vu la démission de M. Jean-Michel Dornon par courriel en date du 4 février 2025, enregistré en mairie le 4 février 2025, membre élu de la liste Salle naturellement. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L270 du Code électoral, le conseiller municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Considérant que le conseiller municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à siéger. Considérant les démissions de Mme Corinne Hainaut et de M. Didier Gourgue. Par courrier en date du 3 mars 2025, Mme Vanessa Chastre a accepté de siéger au sein du conseil municipal. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de l'installation de Mme Vanessa Chastre
en qualité de conseillère municipale au sein du conseil municipal. Dire qu'une modification du tableau des conseillers municipaux sera effectuée et joint à la présente délibération. Vanessa, est-ce que tu veux prendre la parole? Appuie, ouais. Voilà, nickel. Bonsoir, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus. Je suis honorée de prendre la parole devant vous aujourd'hui en tant que nouvelle représentante de la liste Salles Naturellement, suite à la démission de mon prédécesseur. Depuis la création de cette liste par Jean-Dany Garnin en 2020, j'ai toujours essayé de servir en tant que citoyenne au mieux et aux côtés des personnes dévouées à notre commune. Aujourd'hui, en tant qu'élue, je m'engage à poursuivre le travail entamé par mes prédécesseurs et à défendre les valeurs et les intérêts de notre communauté avec détermination et passion. Je suis convaincue qu'ensemble, majorité et opposition, nous pouvons contribuer à faire de Salles notre gros village qui se dirige vers une ville dans un avenir proche, un endroit où il fait bon vivre, en respectant notre environnement et en favorisant le bien-être de nos concitoyens. Je vous remercie de votre accueil et de votre soutien dans cette nouvelle fonction. Merci à toi. Alors, délibération numéro 2025-12, constitution et composition des commissions municipales et abrogation de la délibération du conseil municipal numéro 2024-37 du 30 septembre 2024. Et je passe la parole à Séverine. En raison des démissions de M. Jean-Claude Saunier de la liste Salles pour tous et de M. Jean-Michel Dornon de la liste Salles Naturellement, il convient de procéder à leur remplacement au sein des commissions municipales. Considérant l'installation de Mme Guylaine François de la liste Salles pour tous, actée par délibération numéro 2025-10 de ce jour, et l'installation de Mme Vanessa Chastre de la liste Salles Naturellement, actée par délibération numéro 2025-11, il s'agira de procéder à leur nomination au sein des commissions municipales. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de la composition des commissions municipales annexées à la présente délibération, d'abroger la délibération numéro 2024-37. Est-ce que vous avez des questions sur les remplacements? Non. Moi, j'ai juste un petit commentaire à faire. Avec un peu de naïveté, je pensais que M. Poc, vous alliez assister au moins une fois pendant le mandat à une de mes commissions. Et là, avec joie, ça ne sera pas le cas. Donc, c'est vraiment une grande déception. Donc, j'espère qu'on pourra quand même échanger sur les affaires scolaires à d'autres moments. Mais j'ai vu que vous changez de commission. Je suis vraiment déçu. Je regrette. Parce qu'en 21 commissions, vous n'en avez fait aucune. Donc, je regrette. Voilà, c'est dommage. Voilà, de bons procédures. Ça marche. D'autres observations? Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2025-13, désignation des membres élus du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Modification de la délibération numéro 2024-38 du 30 septembre 2024. Vu la démission de M. Jean-Michel Dornon au poste de conseiller municipal et l'installation de Mme Vanessa Chastre, actée par délibération numéro 25-11 de ce jour, il convient de procéder au remplacement de M. Jean-Michel Dornon et modifier ainsi la composition des membres élus du conseil d'administration du CCAS. Considérant qu'il s'agira de proposer la nomination de Mme Vanessa Chastre, il est proposé un vote à main levée en conformité avec les dispositions de l'article L. 21-21-21 du Code général des collectivités territoriales. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'organiser le vote à main levée, de procéder au remplacement de M. Jean-Michel Dornon par Mme Vanessa Chastre au sein du conseil d'administration du CCAS. Conclut que la composition du conseil d'administration du CCAS de Salles sera désormais la suivante pour les membres issus du conseil municipal. Monsieur Bruno Bureau, maire, président de droit du CCAS, 5 membres élus, Madame Sylvie Dufour, Madame Anne-Marie Morera, Monsieur Jean-Pierre Pomero, Monsieur Patrice Joubert, Madame Vanessa Chastre. Avez-vous des questions sur cette délibération? Non. Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions?
Je vous remercie. Composition de la commission d'appel d'offres. Je passe la parole à Frédéric. Pour rappel, la CAO est investie d'un pouvoir de décision et attribue les marchés publics passés selon une procédure formalisée, c'est-à-dire dont la valeur estimée hors taxe, prise individuellement, est égale ou supérieure au seuil européen, sauf en cas d'urgence impérieuse. Elle émet en outre un avis sur tout projet d'avenant ou un marché public passé selon une procédure formalisée entraînant une augmentation d'un montant global de plus de 5%. En application de l'article L 1411-5 du CGCT supervisé, la CAO se compose du maire ou de son représentant en qualité de président, de 5 membres de l'Assemblée délibérante et de 5 membres suppléants élus selon les mêmes modalités. Considérant qu'un membre titulaire défaillant a vocation à être remplacé par un membre suppléant de la même liste. Considérant que l'élection se réalise à la représentation proportionnelle, au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Il est décidé que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pouvoir, et qu'en cas d'égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Considérant du fait de l'existence d'un membre suppléant de la liste salle naturellement, la commission se trouve en l'état de sa composition actuelle dans l'impossibilité de pouvoir au remplacement de M. Jean-Michel Dornon, membre titulaire démissionnaire, par un membre suppléant de la dite liste. Considérant que dans ces conditions, la commune est tenue de procéder au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres CE,30 mars 2007, commune de Silialos, numéro 29 80 103 03, aux fins de garantir en son sein l'impression pluraliste des élus prévue par les dispositions de l'article L 2121-22 du Code général des collectivités territoriales. Considérant que dans le cadre de ce renouvellement, il est proposé de procéder uniquement au remplacement de M. Jean-Michel Dornon de la liste salle naturellement par Mme Vanessa Chastre, faisant partie de la même liste électorale, sans autre modification de la composition de la commission d'appel d'offres. Considérant que le vote sera proposé à main levée en conformité avec les dispositions de l'article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'organiser le vote à main levée, de fixer la composition de la CAO comme telle, président, monsieur le maire ou son représentant, titulaire, Christiane Prévost, Éric Chauveton, Dominique Baude, Graziella Quicheroux et Vanessa Chastre, suppléant Bernard Plé, Frédéric Arregeau, Hervé Georges, Fabienne Pasquale, Christian Poc. D'abroger la délibération numéro 2024-57 du 9 décembre 2024. Avez-vous des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Composition de la commission de commande publique. La parole est à Fabienne. Bon, je vais me dispenser des premiers vues pour ne vous en dire qu'un. Vu la démission de Jean-Michel Dornon au poste de conseiller municipal et l'installation de Mme Vanessa Chastre, actée par délibération numéro 2025-15. Considérant que, pour rappel, la commission municipale commande publique permanente est chargée de donner son avis simple dans le cadre de l'attribution des marchés publics passés par la commune en procédure adaptée pour les procédures suivantes, sauf urgence impérieuse. Les marchés passés selon une procédure formalisée qui ne sont pas attribués par la CAO en raison de leur valeur estimée, hors taxe, inférieure au seuil européen, à la condition que cette valeur soit égale ou supérieure à 40 000 €. Les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services passés selon une procédure adaptée et dont la valeur estimée hors taxe du besoin, prise individuellement, est égale ou supérieure à 40 000 €. Les marchés publics de maîtrise d'œuvre selon une procédure adaptée et dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure à 20 000 €. Considérant qu'elle n'a pas compétence pour ouvrir les plis des candidatures et des offres, ni régulariser les candidatures, procéder à une négociation avec les candidats,
demander des précisions ou encore de rejeter les offres inacceptables, inappropriées, irrégulières ou anormalement basses. Considérant que la composition de cette commission doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus, ainsi tous les groupes politiques présents au conseil municipal seront représentés. Considérant qu'à ce titre, il s'agira de procéder au remplacement d'un siège pour la liste Salle naturellement, en proposant la nomination de Madame Vanessa Chastre. Considérant qu'il est proposé un vote à main levée en conformité avec les dispositions de l'article L2121-21 du CGCT. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'organiser le vote à main levée, de fixer la composition de la commission commande publique comme telle. Président, Monsieur le maire ou son représentant. Titulaire, Christiane Prévost, Éric Chauveton, Dominique Bode, Graziella Clicheroux, Vanessa Chastre. Suppléant, Bernard Plé, Frédéric Arrojo, Hervé Georges, Fabienne Pasquale, Tristan Poc. D'abroger la délibération numéro 2024-58 du 9 décembre 2024. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2025-17, désignation des membres du conseil municipal siégeant au sein du conseil d'administration du comité des fêtes, abrogation de la délibération numéro 2022-40 du conseil municipal du 16 mai 2022. Je passe la parole à Jean-Pierre. On en a raté une sur la DSP. T'en as sauté une. J'en ai raté une? Ah pardon, autant pour moi. Délibération numéro 2025-16. Composition de la commission de délégation de services publics et de concession. Françoise, pardon, excuse-moi. Vu la démission de M. Jean-Michel Dornon au poste de conseiller municipal et l'installation de Mme Vanessa Chastre par délibération 2025-11, cette commission a pour objet de procéder à l'attribution des concessions et délégations de services publics en analysant les dossiers de candidature et en dressant la liste des candidats admis à présenter une offre. Considérant qu'en application de l'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales, la commission est composée de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics ou de son représentant, président, et de 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Étant précisé que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, et qu'en cas d'égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Considérant qu'il s'agira de procéder au remplacement du siège titulaire pour la liste Salle naturellement, en proposant la nomination de Mme Vanessa Chastre. Considérant qu'un membre titulaire défaillant a vocation à être remplacé par un membre suppléant de la même liste. Considérant que du fait de l'inexistence d'un membre suppléant de la liste Salle naturellement, la commission se trouve en l'état de sa composition actuelle dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement de M. Jean-Michel Dornon, membre titulaire démissionnaire, par un membre suppléant de la liste. Considérant que dans ces conditions, la commune est tenue de procéder au renouvellement intégral de la commission de délégation des services publics aux fins de garantir en son sein l'expression pluraliste des élus prévue par les dispositions de l'article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales. Considérant que dans le cadre de ce renouvellement, il est proposé uniquement de procéder au remplacement de M. Jean-Michel Dornon de la liste Salle naturellement par Mme Vanessa Chastre, faisant partie de la même liste électorale, sans autre modification de la composition de la commission de délégation de services publics. Il est proposé un vote à main levée en conformité avec les dispositions de l'article L21-21 du CGCT. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'organiser le vote à main levée, de fixer la composition de la commission DSP et concession comme telle. Titulaire, Christiane Prévost, Éric Chauveton, Dominique Bode, Vincent Échouaille, Madame Vanessa Chastre. Suppléant,
Bernard Plé, Alain Bourguignon, Hervé Georges, Patrice Joubert, d'abroger la délibération 2024-59 du 9 décembre 2024. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Donc cette fois-ci, délibération numéro 2025-17, et je passe la parole à Jean-Pierre. Vu la délibération numéro 2022-40 du 16 mai 2022, désignant les membres du conseil municipal siégeant au conseil d'administration du comité des fêtes. Vu les statuts du comité des fêtes, le comité des fêtes de Salles est une association fondée en 1985 ayant pour but l'organisation et l'animation de festivités sur la commune en relation avec les commerçants et artisans et en coopération avec diverses associations ainsi qu'à la municipalité. La commune de Salles avait initialement désigné des représentants au sein du conseil d'administration du comité des fêtes afin d'accompagner son développement et d'assurer une coordination efficace avec les actions municipales. Le comité des fêtes a, au fil des années, connu une croissance significative, affirmé son autonomie et acquis une gestion pleinement structurée. Cette évolution permet désormais à l'association de poursuivre ses missions en toute indépendance sans nécessiter la présence de représentants municipaux en son sein. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'abroger la délibération numéro 2022-40 du conseil municipal du 16 mai 2022, désignant les membres du conseil municipal siégeant au conseil d'administration du comité des fêtes. Avez-vous des questions? Non? Oui, vas-y Graziella. Moi, je voudrais juste applaudir. Pourquoi applaudir? Parce que c'était cette délibération en 2022, elle m'avait choquée. Et là, je trouve ça, voilà, une association, c'est fait pour être autonome et... C'était... Alors, voilà, j'entends ce que tu dis, mais il y avait quand même une raison effective à celle-là. Le comité des fêtes, il faut penser qu'il a quand même été arrêté pendant de nombreuses années et que si on n'avait pas remis tout le monde autour de la table avec des élus pour stabiliser un peu le temps de lancement, je ne suis pas sûr qu'on ne serait pas encore dans la situation d'avant. Ça a permis au moins de remettre les gens autour de la table, de se remettre, et puis ils ont pris en main le comité des fêtes, et puis maintenant il n'y a plus de raison d'être dessus, à la différence d'un comité de jumelage, où le comité de jumelage il est très lié à une action municipale. Le comité des fêtes, on n'avait pas vocation à y rester, on avait juste vocation par contre à démarrer. Je pense que si on ne l'avait pas fait, par contre, on n'en serait pas là aujourd'hui, et il n'en serait pas là non plus aujourd'hui. Voilà. Oui, si je peux rajouter, effectivement, on a sorti quand même les ramins pour permettre au comité des fêtes de reprendre ses activités. La situation était très compliquée et dès le départ, on avait dit ça ne va pas durer très très longtemps, mais il y a eu ce besoin quand même du soutien de la municipalité pour relancer l'association. Ça a été très efficace, il fallait le faire et maintenant ça s'arrête parce que l'asso peut vivre sa vie. D'autres observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et maintenant, on va passer au point que tout le monde attend, évidemment, le débat des orientations budgétaires 2025. Et je laisse la parole à Nadège. Bien. Alors, prévu par l'article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales, le débat d'orientation budgétaire DOB a vocation à éclairer les choix budgétaires qui détermineront les priorités et l'évolution de la situation financière de la commune de Salles. Il se tient dans les 10 semaines précédant le vote du budget primitif en vue de compléter l'information de l'Assemblée délibérante. Ce débat doit permettre aux conseillers d'appréhender les conditions d'élaboration du budget primitif afin de pouvoir dégager des priorités budgétaires sur la base d'éléments d'analyse rétrospective et prospective. Le DOB n'engendre aucune décision mais consiste en un simple débat, le maire restant entièrement libre des suites à réserver à la préparation du budget. Le vote du budget primitif 2025 aura lieu le 14 avril 2025. Les lignes de force du budget primitif 2025 sont développées dans le rapport d'orientation budgétaire que tous les conseillers municipaux ont reçu, car joint à la convocation du conseil municipal de ce jour. Elles peuvent être synthétisées de la manière suivante. Concernant la section de fonctionnement et pour commencer, les dépenses de fonctionnement.
La section de fonctionnement qui regroupe les dépenses liées aux services municipaux telles que la masse salariale, les charges courantes pour les équipements, les dépenses d'intervention dans le cadre des compétences de la commune ainsi que les charges financières ou exceptionnelles. Dans un contexte marqué par des incertitudes et l'inflation, la collectivité a choisi de poursuivre une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement afin de préserver ses équilibres financiers et sa capacité d'investissement. Pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, des précisions sont apportées concernant les inscriptions budgétaires prévues au chapitre des charges à caractère général, de la masse salariale et des subventions aux associations. Concernant les charges à caractère général, les charges à caractère général représentent un peu moins de 30% des dépenses de fonctionnement. Pas de création de services ou d'actions nouvelles en 2025. Pour autant, le budget 2025 proposera une hausse d'environ 10% des charges à caractère général pour tenir compte notamment de l'inflation, de l'augmentation du contrat d'assurance aux biens qui a connu une forte hausse lors de son renouvellement. Pour autant, la commune ne s'est pas retrouvée comme beaucoup d'autres sans assurance. De l'augmentation du coût des transports lors du renouvellement du contrat. Du programme Travaux forêts qui cette année ne concerne que du fonctionnement, à contrario de l'an dernier où il s'agissait de travaux d'investissement. D'une saison culturelle pleine et entière. De l'augmentation importante des locations, du coût des locations de véhicules, sans pour autant avoir une augmentation de la flotte des véhicules, et de la hausse du coût d'entretien des terrains sportifs. Concernant les charges de personnel, ces charges représentent entre 57 et 58% des dépenses de fonctionnement. Au budget primitif 2025, nous proposerons une inscription en hausse de 4,4% par rapport au réalisé 2024. Cette augmentation est due au glissement vieillesse-technicité correspondant à l'évolution mécanique des carrières des personnels, avancement de grade et d'échelon, promotion interne, réussite au concours, prime télétravail, le renforcement de certains services, culture, médiathèque, crèche en année pleine, la nécessité de remplacer des agents en arrêt maladie pour des pathologies plus lourdes que ce que nous connaissions auparavant, maladies professionnelles et longues maladies, la poursuite de l'harmonisation des régimes indemnitaires des agents de la collectivité entraînant une revalorisation des sommes allouées, une hausse de 3 points par an sur 4 ans de cotisation CNRACL et dans le même temps une hausse de 1 point de la cotisation patronale URSSAF, une enveloppe pour le cas où nous serions dans l'obligation de participer à hauteur de 50% aux dépenses liées aux cotisations mutuelles de santé et de prévoyance payées par les agents. Les subventions aux associations. Malgré les contraintes budgétaires, l'enveloppe globale 2025 dédiée aux subventions directes aux associations restera inchangée concernant les subventions de fonctionnement par rapport au budget 2024. Avec le désengagement du département notamment, qui impacte le fonctionnement de nos associations, nous souhaitons continuer à les soutenir. Bien que l'enveloppe reste stable en ce qui concerne les subventions directes, le soutien au monde associatif augmente indirectement. En effet, la commune prend en charge l'augmentation des coûts liés aux équipements municipaux mis à disposition des associations, énergie, entretien du matériel, agents affectés à l'entretien des équipements sportifs et des bâtiments, agents affectés à la mise en place des manifestations organisées par les associations. On va passer maintenant aux recettes de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement qui incluent les impôts locaux, les dotations, participations, les produits de services et les recettes financières. Sur le chapitre les impôts et taxes représentent plus de 65% des recettes de fonctionnement et 83% de ces 65% proviennent de la fiscalité locale. Cette année, la revalorisation des bases fiscales annoncée par l'État est de 1,7%. Lors de la présentation du budget primitif 2025, nous proposerons de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale et de rester prudent sur l'inscription budgétaire qui concerne notamment les droits de mutation en la maintenant au niveau du réalisé 2024 vu leur baisse constante depuis 2021. Sur la partie dotation et participation et notamment la dotation globale de fonctionnement. Si la dotation globale de fonctionnement a augmenté de 7,26% entre 2023 et 2024, cela est dû essentiellement à l'accroissement de la population qui est estimée par l'INSEE à 8011 habitants au 1er janvier 2024 contre 7764 en 2023. Pour 2025, nous n'avons pas encore reçu l'évaluation de la dotation globale de fonctionnement, mais en prenant en compte l'augmentation de la population INSEE qui devrait être aux alentours de 250 pour 2025, nous l'estimons à ce jour à plus 3,4%. Nous allons maintenant passer à la section d'investissement.
Le budget d'investissement d'un montant d'environ 2 800 000 euros, budget qui vous sera donc présenté prochainement, dont 371 660 euros de reste à réaliser, sera organisé autour de plusieurs axes. C'est un budget avec la fin de programmes d'investissement débutés lors des exercices précédents et des inscriptions nouvelles. Les dépenses d'investissement concernant les fins de programmes d'investissement débutés lors des exercices précédents, il s'agit de la fin de la salle des fêtes du Bourg pour 850 000 euros, les travaux de l'école de la Vignole sous convention de mandat avec la communauté de communes pour 484 000 euros, les travaux à l'école Jacques Prévert sous convention de mandat toujours avec la communauté de communes du Val-de-Leyre pour 65 000 euros. Les nouvelles inscriptions budgétaires. Il y aura des travaux au tennis pour 35 000 euros, les écluses définitives à la Vignole pour 12 000 euros, les travaux de réfection du toit de la salle Picoutin pour un peu plus de 40 000 euros, le traitement des problèmes d'humidité à l'école Octave Cazoviel, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des classes anciennes pour 53 000 euros, l'aménagement de la traversée du Kaplan pour environ 78 000 euros, la maîtrise d'œuvre pour le terrain synthétique du foot 25 000 euros, la démolition de la maison Bayou 17 000 euros, l'aménagement de la circulation rue de la Haute-Lande 10 000 euros et divers investissements pour les services vie de la cité, à savoir l'acquisition de vélos 7 000 euros, l'aménagement de la cuisine de l'école Jacques Prévert pour en faire une cuisine de production 20 000 euros, le changement de la surface d'évolution de la salle de motricité école primaire Rive Gauche 5 000 euros et également les clôtures des écoles Rive Gauche pour 34 000 euros. Il y aura également des travaux sur les voies et réseaux pour 130 000 euros. Pour financer ces dépenses, donc les recettes d'investissement, nous avons donc déjà un excédent d'investissement cumulé d'environ 66 000 euros, des restes à réaliser en recettes de 390 000 euros et nous proposerons au budget primitif un virement de la section de fonctionnement à hauteur de 669 000 euros. À cela va se rajouter le FCTVA qui est évalué à peu près 360 000 euros, un versement du syndicat du SIER de 58 000 euros, la vente du local de l'office de tourisme à la communauté de communes, oui, pour 313 000 euros, la taxe d'aménagement qui a été évaluée très prudemment à 135 000 euros et un recours à l'emprunt à hauteur de 420 000 euros qui sera inscrit pour financer le programme d'investissement et dans les opérations d'ordre des amortissements pour 420 000 euros. Voilà en résumé quelles sont les orientations budgétaires d'investissement concernant l'année 2025. Place au débat. Y a-t-il... Monsieur Poc. Mes chers collègues, Monsieur le maire, pour la 5e fois ce soir, nous participons au moment incontournable du débat des orientations budgétaires rendues obligatoires par la loi. Ce 24 mars restera pour moi et pour mes collègues de l'opposition un moment à marquer d'une pierre blanche. Il aura fallu attendre ce tout dernier exercice budgétaire de mandat pour avoir enfin le document dans les temps réglementaires. Derrière nous, l'obligation de saisir les autorités de l'État face à votre manquement à la loi. Derrière nous aussi, la nécessité de bouder la séance à plusieurs reprises pour montrer notre ferme opposition de prendre connaissance du document sur table et non 5 jours francs, conformément à l'esprit de la loi. Derrière nous encore, tout ce temps et cette énergie perdue pour que vous respectiez enfin les droits de l'opposition. 5 ans pour que vous empruntiez enfin la voie de la sagesse. 5 ans pour que vous cessiez vos mesquineries et vos enfantillages. 5 ans pour assouvir votre irrépressible désir de vengeance à l'égard de la municipalité précédente, comme si le délai de prescription était désormais arrivé. Bref, il était temps. Nous pouvons enfin avoir un réel débat des orientations budgétaires sur les informations connues, comme il a lieu en principe normalement dans les 35 000 communes de France. La raison l'emporte enfin. Quel soulagement! Ce document, loin d'être anodin, est toujours intéressant à 3 niveaux. En premier lieu, il liste un panorama de la conjoncture nationale et internationale qui interfère forcément avec les choix politiques que doivent faire les élus locaux. En second lieu, car il donne un aperçu du compte administratif avec les principaux chiffres et agrégats financiers de l'exercice 2024 évolus. En dernier lieu, parce qu'il livre les axes majeurs de la politique décidée par les élus majoritaires. Un petit mot tout d'abord sur la conjoncture mondiale et nationale. On ne peut pas nier qu'elle est mauvaise, voire très mauvaise sur le plan national, ce qui ne facilite pas la tâche pour préparer, il est vrai, un budget de manière optimale. À force de différer les réformes qui sont indispensables
et que tous nos voisins ont déjà réalisé, notre pays s'enfonce dans le déclin. Ajoutez à cela un État obèse qui ne sait fonctionner qu'à coup de dépenses nouvelles financées par l'emprunt, une propension maladive à résoudre chaque problème qui se pose par le recours à l'impôt et aux taxes. Et il n'est pas difficile de comprendre combien les collectivités locales payent aussi très cher l'impéritie d'un pouvoir étatique qui les étrangle tant sur le plan financier que sur le plan réglementaire, avec une profusion de normes à la fois contraignantes et décourageantes. S'agissant de la situation financière de l'année écoulée, nous aurons l'occasion de reparler lorsqu'il s'agira de voter le compte administratif. Je noterai toutefois qu'après une année 2023 à la peine, épargne nette proche de zéro, une capacité de désendettement dans le rouge, une augmentation fiscale record, on peut se réjouir de constater que l'année 2024 est clôturée avec des chiffres plus engageants, même si nous sommes loin des résultats financiers que nous avions laissés en 2019 à la fin du mandat précédent. Mais attention tout de même à ne pas se réjouir trop vite. Ce sont en effet des résultats tout juste honorables en apparence seulement. Car sans la hausse de 5% de la fiscalité décidée l'année dernière par les élus majoritaires, dont je rappelle au passage, à titre personnel, que j'étais résolument contre, l'épargne nette dégagée sur l'exercice aurait été négative. Sans ce surcroît de recettes fiscales que vous êtes allé chercher dans le portefeuille des Sallois propriétaires, vous auriez terminé l'année 2024 en déficit. Je resterai donc modeste à votre place pour évoquer le résultat final de l'année 2024. J'en viens à présent à vos choix budgétaires pour cette année 2025. Tout d'abord, un petit mot sur le fonctionnement. La bonne surprise, pas de nouvelles hausses d'impôts. D'ailleurs, il est symptomatique de constater à cet égard que le produit des impôts s'est littéralement envolé avec une hausse de plus 11,15% l'année passée et une recette supplémentaire de plus 488 000 €. Dans le même temps, les droits de mutation ont baissé, j'allais dire seulement de 47 000 €, et les dotations de l'État de moins 1,27%, soit de 42 000 €. Quant à la DGF, elle a poursuivi sa hausse régulière pour augmenter de plus 150 000 €. Pour que les Sallois comprennent bien, en dépit des discours alarmistes entendus ici ou là, toutes recettes de l'État confondues, excepté le produit de la fiscalité locale, ont tout de même été à la hausse, plus 60 000 €. Cela signifie que l'augmentation des impôts décidée par les élus majoritaires n'était pas indispensable. Cela revient donc à dire quelque part qu'elle sert à financer l'augmentation de la hausse de la masse salariale, qui sera cette année encore très nettement supérieure au rythme de l'inflation, plus 0,4%. Et qu'en est-il au sujet de l'investissement ? À y regarder de près, et vous le dites d'ailleurs, l'année 2025 regroupe plutôt majoritairement des investissements antérieurs qui s'achèveront cette année, principalement la salle des fêtes du Bourg et la convention de mandat relative à la réfection de l'école de la Vignole. Outre des investissements moins lourds, mais nécessaires, comme la réfection du toit de la salle Picoutin, quand on parle de patrimoine, il est prioritaire à mon sens de s'occuper de celui qui est existant plutôt que de prendre en charge des bâtiments vétustes dont on vient récemment de faire l'acquisition. Quid des travaux de réfection de la charpente du château et du terrain de football synthétique dont vous avez déjà sollicité les subventions. C'est à en perdre son latin. Il y a près de 2 ans, lorsque vous avez investi dans une couverture en vue de protéger la charpente du château pour une somme non négligeable de 190 000 €, il s'agissait d'une urgence et tout le monde était d'accord là-dessus. Aujourd'hui, la couverture n'est plus opérationnelle et le château est de nouveau abandonné aux intempéries. Pourquoi attendre donc et différer cet investissement ? Vous avez budgété cette année la maîtrise d'œuvre pour le terrain synthétique du foot, mais pas pour les travaux sur le château, estimé selon nos documents joints la délibération du 10 février à 167 000 €. Doit-on comprendre que les travaux annoncés, notamment à l'occasion des vœux, ne seront finalement pas programmés pour 2025 ? Par ailleurs, je m'étonne de ne voir aucune somme consacrée à la passerelle pour la traversée de l'Aller. Où en sommes-nous ? Enfin, pour clore sur ce chapitre des investissements, permettez-moi d'être inquiet et songeur quand j'observe côté recettes, cette fois que pour boucler votre budget, vous avez inscrit une recette exceptionnelle, one shot comme on dit, avec la vente à la CDC du local de l'Office de tourisme pour la somme de 313 000 €. Une ressource financière qui vient à point nommé, certes, mais que vous n'aurez plus l'année prochaine. Sans cette recette opportune, vous auriez dû réduire la voilure en baissant l'investissement du même montant ou emprunter davantage. Là encore, je dois donc modérer mon jugement sur l'amplitude de votre plan d'investissement pour 2025. Voilà globalement et brièvement ce que je souhaitais dire à propos de votre rapport d'orientation budgétaire, sans entrer dans le détail, puisque de toute manière, nous aurons dans 2 semaines à voter le budget primitif, qui sera naturellement plus exhaustif. Je ne vous surprendrai pas si je vous déclarais que pour moi, ce budget, le dernier de la mandature, manque de souffle, de tonicité, d'ambition et laisse planer beaucoup trop d'incertitudes.
Merci pour votre écoute. Bon, alors je passerai la parole après, moi que tu veux y répondre, Nadège, d'abord, sur différents points ou... Juste sur la forme, on ne parle plus de compte administratif maintenant, on parle de compte financier unique. Voilà. Non, parce que plusieurs fois dans ton propos, tu as parlé de compte administratif. Comme je sais que tu es très à cheval, surtout. Je vais laisser Morgane et j'y viendrai après. Alors, juste quelques observations peut-être sur vos propos au début de votre intervention. Alors, je ne vais pas rentrer sur le vocabulaire qui, depuis quelques commissions, quelques conseils municipaux, vous utilisez régulièrement sur souvent le manque de compétences financières de la commune, sur le manque de vision que la commune peut avoir sur ses investissements. Ça fait 4 ans que je vous écoute, Monsieur Poc, notamment sur les investissements dans les écoles. Et je vous lis parfois sur votre réseau social, je crois, où en gros vous prenez avec beaucoup de légèreté les investissements de la commune sur la question des 2 écoles qui ont été réhabilitées. J'aimerais juste rappeler quand même quelque chose d'assez important, c'est que je crois que la commune sur cette question-là a investi entre 2,5 millions et 3 millions sur la question de la VRD. 2,5 millions. 2,5 millions, c'est 2,5 millions. Pas 3 millions. Voilà, 2,5 millions, c'est 2,5 millions qu'on n'a pas mis sur d'autres projets. Donc ça veut dire qu'il y a eu un vrai choix de la commune sur la question des équipements scolaires. Souvent, vous rejetez avec une main assez facile de dire, au fond, c'est une compétence de la CDC, vous, mairie, vous n'avez aucun impact là-dessus. Je crois savoir que sur l'ancienne mandature, vous aviez les mains sur la CDC, vous auriez pu avancer ces 2 projets, vous ne l'avez pas fait. Donc, sans autosatisfaction et avec beaucoup de modestie, depuis 5 ans, on essaie de faire avancer certaines choses. Il y a des choses qu'effectivement, on n'a pas faites. Mais vous ne pouvez pas nous reprocher sur certains projets d'avancer dans le bon sens, d'avoir une vraie vision. Je laisserai le maire tout à l'heure vous mettre en avant les chiffres d'investissement que vous avez portés sur votre mandature. Les nôtres depuis 5 ans, ils sont éloquents, il n'y a pas photo. Et je pense qu'il vaut mieux laisser les Salois dans quelques temps juger de pièces. Mais à un moment donné, quand vous êtes depuis des mois et des mois à nous faire la leçon de morale, nous on ne vous la fait pas. Alors moi de mon côté, je ne vous l'ai jamais faite. Faut juste regarder les avancées sur la commune, voilà, et juger sur acte et juger sur pièce. Voilà, je pensais après toutes les belles paroles que vous lancez à chaque fois sur ce que fait l'équipe. C'est un engagement, c'est une équipe municipale qui, depuis 4 ans, 5 ans, essaie de faire avancer avec modestie certains projets. Il y a des choses qui ont été une réussite, d'autres peut-être moins. Mais encore une fois, sur la question des écoles, qui fait partie de la délégation que j'ai le plaisir à porter, vous ne pouvez pas dire que, encore une fois, avec légèreté, que c'est une compétence de la CDC ou que rien n'est fait. Il y a des choses qui ont été avancées, l'élargissement de la crèche, 2 écoles, et encore des investissements que Mme Dosba a rappelés sur notamment la sécurisation de l'école PRG. C'est des choses pas anodines pour les parents d'élèves, c'est des choses pas anodines pour la sécurité de nos enfants, donc je pense qu'on peut au moins s'accorder sur ce point. Juste plusieurs remarques. Bon, d'abord, au vu de la remarque de Morgane tout à l'heure sur votre présence en commission, je vois que j'avais raison au début de ce conseil en disant que vous étiez plus intéressé par les affaires financières et les politiques nationales que le reste. Alors, on a parlé tout à l'heure des... Oui, non, vous êtes intéressé que par ça, puisque 26 commissions, vous n'avez pas été une seule, donc on peut quand même le relever, quand même, ce qui est vrai. Non, mais c'est vrai, vous n'avez pas toujours le temps, comme beaucoup d'élus. Mais enfin, peu importe. Ce qui est vrai, c'est que vous n'avez été à aucune commission des affaires scolaires. Pour régler des comptes, mais me semble-t-il je vous le dis, que dans la mandature précédente, je peux vous renvoyer la balle à vous, pas forcément à vous. Merci, pas à moi, oui, ça va être difficile. Ou à vos collègues. Ce serait franchement Donc, difficile. On n'est pas là pour régler des comptes. Je ne règle pas mes comptes, je dis juste un fait, c'est tout. Vous parliez tout à l'heure de déficit, qu'on aurait pu être en déficit. C'est vrai, vous avez raison, et le temps, il est important. Nous aurions pu être en déficit, comme vous l'avez été, de 70 000 € en 2018, lorsque vous étiez adjoint aux finances. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous avez été en déficit ou vous ne l'avez pas été? Monsieur le maire, attendez. Non. Monsieur le maire, on se met d'accord. Oui, c'était vrai. Voilà. Et pourquoi c'était vrai? Pourquoi c'était vrai? Non, mais pourquoi vous avez été en déficit? Pourquoi c'était vrai? Parce que vous avez renégocié l'emprunt. Oui, on a négocié l'emprunt. Oui, Alors, voilà. vous savez lire un compte. Oui, vous savez lire qu'il y a des charges financières. Oui. Et maintenant, je vous ressortirai si vous voulez, puisque vous l'avez pas là et moi non plus. On regardera que c'était des charges exceptionnelles. Ce sont des charges exceptionnelles. Charges exceptionnelles ou pas exceptionnelles, vous étiez en déficit, peu importe. Les charges exceptionnelles, déjà, ça voilà. n'est pas dans les dépenses de fonctionnement réel. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours sympa de donner des leçons, mais c'est bien aussi d'écouter. Non, mais oui, mais par contre, nous ne l'avons pas été, vous l'avez été. Ça, c'est un fait, par contre.
Et vous avez été en déficit, et nous ne l'avons pas été. Voilà. Donc ça a toujours un intérêt. Augmentation d'impôts. Non, mais, donc, moi, si on mais avait peu augmenté importe. les impôts, Je vais finir de vous répondre sur les impôts. Voilà. Je vais vous répondre. Non, vous ne l'avez pas fait, c'est un choix, mais je vais vous répondre après sur tout le reste. Sur le château et le foot, on verra en fonction du résultat des subventions. C'est d'ailleurs ce qui a été dit lorsqu'on a voté les délibérations. Et on va continuer là-dessus. Sur la passerelle, la MOL, alors je ne sais pas si vous ne travaillez pas ou si vous n'avez pas de mémoire, mais la MOL a été payée sur l'année dernière. Donc voilà, maintenant on attend les résultats de la maîtrise d'œuvre et on verra ce que ça donne. Sur la vente de l'OT, oui c'est vrai, on vend l'OT. Comme vous avez vendu la maison des associations à une époque, sur lequel, je vous rappelle, vous vous étiez engagé à acheter la maison Gourgue en face de la mairie, et qui n'a jamais été acheté. Il n'y a même pas eu de déclaration pour prendre la main. Donc si vous voulez, moi, les leçons, j'aime bien les prendre, mais j'aime bien aussi les rendre. Deuxième chose, on va parler un peu de la masse salariale. Alors c'est vrai, 5,74% en fin d'année 2024. Alors il y a des raisons internes, le fait est, l'arrivée de la crèche qui a été augmentée, ben ça malheureusement on n'y peut rien. Comment elle a été augmentée, qu'elle répond à un besoin, il a fallu embaucher des gens puisque ça répond à certaines normes. Mais la croissance de la masse salariale a d'abord été soutenue par une hausse historique sous l'effet du dégel de la valeur du point d'indice, qui a eu pour effet immédiat l'augmentation du coût unitaire, un point d'indice qui a augmenté d'1,5% encore, une attribution de 5 points d'indice à tous les agents, ce qui a eu aussi une forte incidence sur la masse salariale. Comme fonctionnaire territorial, vous avez dû le ressentir sur votre fiche de paie, vous aussi. Donc vous devriez être en capacité de comprendre d'où viennent les augmentations des 2 dernières années, sauf à être de mauvaise foi, ce dont je ne doute de moins en moins. Ouais. À cette mesure s'ajoutent 4 valorisations successives de la valeur du SMIC avec rehaussement du minimum de traitement en août 2022, janvier 2023, mai 2023 et novembre 2024. Selon les premières estimations 2025, le croissement de la masse salariale brute devrait avoisiner les 2,5% de façon naturelle, rien qu'avec le GVT et quelques autres augmentations. Et ces estimations ne tenaient pas compte de l'augmentation du taux d'augmentation des cotisations CNRACL et URSSAF, ce qui a un impact certain sur la masse salariale, entre 1,5 et 2% de hausse. À cela se rajoute la provision dont a parlé Nadège tout à l'heure. Parce que sur 2024 ou 2025, il n'y a pas eu d'embauche supplémentaire, si ce n'est pour des remplacements. Donc c'est juste de l'évolution naturelle de la masse salariale. Maintenant, vous avez parlé d'investissement. Alors moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que ce matin, j'ai travaillé sur un truc, c'est j'ai fait un comparatif 2014-2019 et 2020-2025 sur l'investissement, les dépenses nettes d'investissement, sans parler du reste. 7 169 308 € d'investissement sous votre mandature, celle où vous étiez adjoint aux finances. 2020-2025, 12 366 004 € d'investissement. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'est pas bon en investissement. Je suis désolé, mais je trouve que cette mandature a fait l'effort qu'il fallait. Si je le ramène en nombre d'investissements, parce que l'idée, c'est quand même de le ramener au nombre d'habitants, quand même, histoire de voir les choses. Ça veut dire que ça représente 1 016 € sur votre mandature, ça représente 1 544 sous celle-ci. 52% d'augmentation de l'investissement. Voilà ce qu'a été cette mandature. Alors certes, il y a eu une augmentation d'impôts, mais on n'a rien sans rien. Et aujourd'hui, quand on veut investir, à part ça, ce que j'ai à regretter aujourd'hui, c'est la politique nationale et la politique que vous avez portée avec vos amis d'enlever la taxe d'habitation. Parce que il y a eu la CFE d'abord avec vos amis. Il y a eu ensuite la taxe d'habitation, toutes les taxes. Aujourd'hui, on a des gens qui habitent à Salles et qui ne payent rien. Et ça, alors si c'est ça votre politique, eh ben je vous la laisse, parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, parce que la taxe d'habitation, tout le monde devrait payer pour ce à quoi il a le droit et ce à quoi il participe. Donc ça, c'est quand même pas mal. Sur le capital restant dû maintenant, puisqu'il y a quand même ça, certes, il a augmenté légèrement. Voilà, il a augmenté parce que je rappelle quand même qu'il y a eu 400 000 € d'emprunts supplémentaires par rapport aux inondations et aux 2 ponts qui sont partis. Si on les ramène à ça, déjà, ça avait baissé en valeur absolue. Mais en plus, si on le ramène au nombre d'habitants, on est passé, malgré les 12 millions d'investissements, de 664 € par habitant à 628 par habitant. Ça fait 5% de moins. Ça, c'est la vérité des chiffres, par contre. Et ça, vous ne pouvez pas le contester. Alors, sur ce genre de choses, il y a des choses quand même qu'il ne faut pas laisser dire. Maintenant, sur ce que vous nous avez amené sur l'excédent. J'entends. L'excédent de fonctionnement, il n'est pas tout à fait le même que vous en 2019. Vous avez raison. De 2,02%. 1 235 794 en 2019, 1 210 721 en 2024.
eh ben, je vais vous dire, je ne vais pas me froisser pour une baisse de l'excédent de fonctionnement. Je n'ai pas parlé de l'excédent de fonctionnement, j'ai parlé de l'épargne nette. Oui, non, mais moi, ce que je vous parle, c'est l'investissement à la fin de l'année. En 2019, vous avez laissé 1 235 000. Cette année, on est à 1 210 000. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, mais ça veut dire aussi qu'il y a eu... Vous pouvez avoir un excédent de fonctionnement et vous pouvez avoir une épargne nette qui est proche de zéro ou négative. Il y avait 12 millions. Vous avez eu une épargne négative aussi quelques années, ne l'oubliez pas. Et je pourrais vous le rappeler à l'occasion, notamment au moment où on votera le budget. Donc si vous voulez, par rapport à ça, vos leçons, vous voulez garder, parce que j'en ai assez d'entendre des contre-vérités en permanence. Aujourd'hui, la réalité des faits, c'est qu'en investissement, vous n'avez rien fait et qu'aujourd'hui, on est rendu à 12 millions d'investissements. C'est tout. 7 millions, 12 millions, je vais vous dire par là, ça peut pas, ça se négocie pas. 7 millions en 6 ans, 12 millions. Non, il s'est passé des choses. 7 millions d'investissements, voilà. 7 millions d'investissements, 12 millions sur ce mandat. Voilà. Prêt de crayon, 6 ans qui se sont passés dans la commune. Alors, allez, arrêtez. Non, moi, je vous donne des chiffres. Les chiffres, déjà, moi, je les regarderai avec très... Oui, regardez-les bien, parce que je les ai pris à partir des comptes administratifs. Mais je les regarderai. Ça tombe bien, parce que je n'ai pas confiance en vous non plus. Donc, voilà. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que je prépare tout avant les conseils. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Non? Eh bien, je vous propose de passer à la délibération suivante. On prend acte. Alors, convention bassin solidarité emploi, et je passe la parole à Sylvie. Bassin Solidarité Emploi, BSE, est une entreprise solidaire sociale conventionnée par l'État. Association intermédiaire depuis 2005, cette association a vocation à intervenir dans l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. L'association assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue d'une insertion professionnelle durable. Le périmètre d'intervention bassin solidarité emploi s'étend sur les communes de la Caubane, du Val-de-Lègre et du Tech. L'association BSE propose la mise à disposition de personnel pour la réalisation de missions dans le cadre de services à la personne, l'entretien de locaux, le jardinage, le gros nettoyage et le débarras, petit bricolage, surveillance de résidence, entretien des tombes, etc. Et s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. L'association reste l'employeur des salariés qui exécutent une mission déterminée au préalable grâce à un ordre de travail avec relevé d'heures. Cette mise à disposition est réalisée en contrepartie d'une cotisation annuelle à l'association et d'une tarification horaire annexée à la convention de mise à disposition. À titre indicatif, pour l'année 2025, la cotisation annuelle s'élève à 15 € et le taux horaire à 23,52 €, soit 1,98 du SMIC horaire. Considérant que la commune de Salles a récemment engagé un partenariat avec l'association en l'intégrant aux permanences des mardis de l'emploi, facilitant ainsi leur visibilité pour se rapprocher de leurs potentiels salariés ou employeurs. Considérant que la collectivité souhaite renforcer cette collaboration en adhérant à l'association dans l'éventualité de mise à disposition de salariés sur des missions au sein des services municipaux. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune à l'association Bassin Solidarité Emploi, d'approuver la convention de mise à disposition figurant en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à signer la présente convention et de prévoir les crédits nécessaires au budget 2025. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2025-20, contrat d'assurance risque statutaire 2026-2029, lancement d'une consultation par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Gironde. Et je passe la parole à Vanessa. Vu l'avis du comité social territorial réuni le 18 mars 2025, considérant l'opportunité pour la collectivité de pouvoir s'inscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant une partie de frais laissés à sa charge
en vertu de l'application des textes régissant le statut de ces agents. Considérant l'opportunité de confier au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Gironde le soin d'organiser une procédure de mise en concurrence. Considérant que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte si les conditions obtenues donnent satisfaction à la collectivité. Ce contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants: agents affiliés à la CNRACL, décès, congé pour invalidité temporaire, imputable au service, maladie ordinaire et temps partiel pour raison thérapeutique sans lien avec un arrêt préalable, longue maladie et maladie de longue durée, maternité, paternité et accueil de l'enfant, temps partiel pour raison thérapeutique consécutif à un arrêt, mise en disponibilité d'office, infirmité de guerre, allocation d'invalidité temporaire, agent affilié à l'IRCANTEC, congé pour invalidité imputable au service maladie ordinaire, grave maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant. La durée du contrat sera de 4 ans, à effet au 1er janvier 2026, régime du contrat par capitalisation. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de confier au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Gironde le soin de lancer une procédure de marché public en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée, de prendre acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse prendre ou non la décision de souscrire au contrat d'assurance relative aux risques statutaires par le Centre de gestion de la Gironde à compter du 1er janvier 2026. Avez-vous des questions? Non. Je me vois, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2025-21, tableau des effectifs titulaires, création d'emplois. Et je passe la parole à Carole. Vu l'avis du comité social territorial réuni le 18 mars 2025, considérant le souhait de la collectivité de créer un emploi permanent à temps complet pour le poste de responsable des services techniques sur le cadre d'emploi de catégorie A d'ingénieur territorial, considérant qu'un agent contractuel pourra, le cas échéant, être recruté pour cet emploi dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire. Considérant le souhait de la collectivité de créer un emploi permanent à temps complet pour le poste de cuisinier sur le cadre d'emploi de catégorie C d'adjoint technique. Considérant le souhait de la collectivité de créer un emploi permanent à temps complet pour le poste d'animateur sportif sur le cadre d'emploi de catégorie B d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, ETAPS. Considérant le souhait de la collectivité de créer un emploi permanent à temps complet pour le poste d'auxiliaire de puériculture sur le cadre d'emploi d'auxiliaire de puériculture. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi permanent de responsable des services techniques dans le cadre d'emploi d'ingénieur territorial, décider de l'ouverture d'un grade d'ingénieur territorial principal à temps complet, créer un emploi permanent de cuisinier dans le cadre d'emploi d'adjoint technique, décider de l'ouverture d'un grade d'adjoint technique à temps complet, créer un emploi permanent d'animateur sportif dans le cadre d'emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ETAPS, décider de l'ouverture d'un grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ETAPS à temps complet, créer un emploi permanent d'auxiliaire de puériculture dans le cadre d'emploi d'auxiliaire de puériculture, décider de l'ouverture d'un grade d'auxiliaire de puériculture de classe supérieure à temps complet, dire que ces emplois pourront être occupés par des contractuels dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire, dire que ces mouvements interviendront à compter du 1er avril 2025, approuver l'état du personnel figurant en annexe. Avez-vous des questions? Non. Oui. Oui, c'était simplement pour savoir, s'agissant du responsable des services techniques, c'est une obligation légale. Oui, mais je veux dire, c'est un contractuel. il était contractuel et va te stagiairiser. Mais non, il est toujours contractuel. Il est toujours contractuel. Mais on est obligé d'ouvrir le poste quand même au bout d'un certain temps. D'accord. Au bout de combien de temps? Je sais plus, c'est 3 ans. Ouais. C'est-à-dire que tous les... On est obligé de relancer, ouais. renouveler la Non, je crois que démarche. c'est la dernière fois. Après, je crois qu'il peut être intégré comme en CDI ou quelque chose comme ça. En CDI après, mais il faut d'abord, pour le faire, il faudra de toute façon passer par une vacance d'emploi. D'accord. D'autres observations? Non, je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions?
2 abstentions. Je vous remercie. Et je vous souhaite une excellente soirée.